Au Moyen Âge, rien n'était évident, et l'eau pure encore moins. Quand nous ouvrons aujourd'hui un robinet et buvons de l'eau sans crainte, nous ne nous rendons pas compte du chemin long et complexe qu'il a fallu parcourir pour que l'eau potable devienne une partie ordinaire de la vie quotidienne. Les gens du Moyen Âge vivaient dans un environnement où l'eau potable devenait une ressource rare et souvent dangereuse. Il n'existait pas de canalisation moderne. Les habitudes d'hygiène étaient différentes d'aujourd'hui, et les sources d'eau se trouvaient souvent à proximité immédiate des sources de pollution. Les rivières et les ruisseaux servaient à la fois de transport, d'égout, de lavoir et de source d'eau potable, et cela avait ses conséquences. Les contemporains devaient faire face à des maladies causées par des micro-organismes dont ils n'avaient aucune idée de l'existence. Ils ont néanmoins réussi à développer toute une série de moyens pour purifier l'eau sale et la rendre au moins un peu plus sûre. Dans cette introduction générale, nous esquisserons d'abord le contexte spirituel et social dans lequel apparaît la question de l'eau pure. Au Moyen Âge, l'eau représentait non seulement un besoin physique, mais aussi une valeur symbolique. Elle était associée à la purification de l'âme lors du baptême, au miracle mystique sous forme d'eau vive, jaillissant de sources sacrées, et au rythme des saisons, quand les gens priaient pour la pluie et de bonnes récoltes. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ces représentations spirituelles influençaient les façons pratiques de traiter l'eau. Dans un moment, nous révélerons comment les simples paysans et les habitants des villes s'efforcèrent de débarrasser l'eau de la boue et des odeurs, quels additifs et technologies les aidaient, et quel rôle jouaient les monastères, les alchimistes ou les magistrats urbains. Nous ne nous limiterons pas seulement à l'Europe. Nous présenterons aussi les innovations du monde islamique et d'autres civilisations qui ont influencé l'Europe médiévale. Au cours de l'histoire, nous rencontrerons les puits profonds des châteaux de chevaliers, les fins filtres tissés dans les mains des médecins, les citernes de sable des places vénitiennes et les appareils de distillation des savants arabes. Chaque chapitre révélera un aspect différent de ce sujet fascinant, et avec lui de nouvelles questions. Commençons donc notre voyage à la recherche de l'eau pure dans les ténèbres du Moyen Âge. Cette histoire ne commence cependant pas au Moyen Âge. Déjà, les cultures antiques accordèrent de l'attention à la façon de purifier l'eau. Les prêtres mésopotamiens recommandaient de conserver l'eau dans des récipients d'argile pour que la boue se dépose au fond. Les Égyptiens ajoutaient de l'alun à l'eau, qui aidait à précipiter les impuretés, et utilisaient des filtres en toile. Hippocrate et ses disciples écrivaient qu'une eau saine doit être transparente, avoir un goût agréable et ne pas sentir mauvais. Ils considéraient important de faire bouillir l'eau et de la filtrer à travers des sachets de tissu qui reçurent plus tard le nom de manches d'Hippocrate. Les Romains construisaient de vastes aqueducs. Mais pour les gens ordinaires, Vitruve recommandait d'utiliser du charbon de bois pour éliminer les odeurs. Avec la chute de l'Empire romain, une partie des connaissances fut perdue, mais beaucoup se maintinrent dans les bibliothèques monastiques et dans les centres islamiques d'érudition, d'où elles revinrent en Europe pendant la Renaissance. Notre voyage suivra donc la continuité et l'oubli qui façonnèrent la relation médiévale à l'eau. L'eau était dans le monde médiéval omniprésente et pourtant inaccessible. Les gens se rendaient bien compte que sans eau il n'y a pas de vie, et en même temps, ils lui attribuaient des propriétés presque magiques. Dans l'Europe chrétienne, l'eau jouait un rôle clé dans le sacrement du baptême, quand l'homme renaissait, pur et purifié de ses péchés. Les sources saintes étaient recherchées comme curatives. Les pèlerins se rendaient aux sources liées aux miracles des saints, et les chroniqueurs décrivaient les sources qui prétendument ne tarissaient jamais. En temps de sécheresse, on organisait des processions et des prières pour la pluie, et les bourgeois sortaient dans les rues avec des reliques pour s'attirer les faveurs des cieux. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment de tels rituels renforçaient le respect pour l'eau et comment ils se reflétaient dans les procédures quotidiennes de son obtention et de sa purification. En même temps, l'eau était aux yeux de beaucoup suspecte. Selon les écrits médicaux médiévaux, une boisson gâtée pouvait causer une fièvre chaude ou une mélancolie froide.
Pour cette raison, on utilisait souvent des boissons qui liaient l'eau à d'autres matières premières. Le vin et la bière servaient non seulement comme source de calories et de joie, mais aussi comme alternative plus sûre à l'eau brute. Selon d'anciennes chroniques, dans de nombreuses régions, il était d'usage de boire de la petite bière, boisson faiblement alcoolisée brassée à partir d'orge, qui était considérée comme nutritive et moins brûlante que le vin. Néanmoins, l'eau demeurait indispensable, nécessaire pour la cuisine, la lessive, l'arrosage des jardins, la production d'aliments et l'hygiène personnelle. Les gens apprirent à distinguer l'eau, vive et morte, l'eau de source ou les ruisseaux coulants, étaient considérés comme plus sûrs que les flaques stagnantes ou les étangs. Ces observations provenaient d'expériences empiriques, même s'ils ne connaissaient pas les causes des infections. L'eau était aussi comprise dans la philosophie médiévale dans le cadre de l'enseignement sur les 4 éléments et la théorie humorale. Aristote divisait le monde en terre, feu, air et eau, et attribuait à chaque élément des propriétés de chaleur, froid, sécheresse et humidité. L'eau était associée à l'humidité et au froid, et les médecins qui suivaient les connaissances de Galien croyaient que la consommation d'eau trop froide pouvait perturber l'équilibre des humeurs dans le corps. Il était recommandé de boire de l'eau tiède pour que l'organisme ne se refroidisse pas, et l'eau de certaines sources était louée comme tempéramentale, c'est-à-dire équilibrée. Ces concepts influencèrent le choix de l'eau, autant que la perception de sa pureté. Les philosophes du Moyen Âge percevaient aussi l'eau comme un symbole de la grâce divine. Saint François d'Assise, dans ses louanges, appelle l'eau sœur humble, précieuse et pure, et exhorte les frères à l'estimer. Dans les légendes de saints apparaissent des récits de comment les ermites frappaient la roche avec un bâton et jaillissait une source qui sauvait les villageois de la soif. De telles histoires se transmettaient de génération en génération et enseignaient aux gens que même là où il n'y a pas de source évidente, l'eau peut naître si l'homme est pieux. Dans cette vidéo, vous apprendrez que la foi et les rituels liés à l'eau étaient fermement liés aux procédures pratiques qui devaient protéger la santé et la vie. Dans un moment, nous révélerons une autre dimension, la stratification sociale. Dans les villes, l'eau fraîche était souvent rare, et elle devint ainsi un instrument de pouvoir. Les grands seigneurs pouvaient se permettre leur propre puits et l'importation d'eau, tandis que les habitants plus pauvres devaient se rendre aux sources publiques. Les paysans étaient certes plus près des sources, mais ils étaient exposés au risque de contamination par les animaux et le fumier. À la vie quotidienne se joignirent donc des rituels et des recommandations. Par exemple, ne pas boire l'eau de la rivière après une forte pluie, ou après la fonte printanière, quand la boue des champs était emportée. Tout cela influença la façon dont les gens approchaient l'eau, et comment ils l'aménageaient par filtration. Si nous voulons comprendre comment les gens au Moyen-Âge purifiaient l'eau, nous devons nous représenter le travail quotidien dans le ménage. C'était généralement les femmes qui s'occupèrent d'apporter l'eau. Chaque matin, elles partirent avec des seaux vers le puits, la source ou la rivière la plus proche. L'eau se portait sur les épaules avec des bâtons de bois ou dans des paniers, ce qui était un travail physiquement exigeant. Pour qu'elle ne soit pas pleine de feuilles et d'insectes, on couvrait le seau d'un tissu ou on bordait son bord d'un filet. Parfois on laissait l'eau reposer un moment dans un récipient d'argile, pour que les impuretés les plus lourdes se déposent au fond. Souvent les femmes la transvasaient alors à travers un morceau de tissu de lin, propre dans un second récipient, capturant ainsi la boue et les impuretés flottantes. Ces procédures simples de filtration avaient leur origine dans l'Antiquité. Le célèbre Hippocrate recommandait la filtration de l'eau, à l'aide de la soi-disant manche d'Hippocrate, qui était un sac de tissu conique que les médecins fixaient sur une cruche. Selon les écrits antiques, l'eau bouillie était versée dans la manche, qui capturait les fines particules causant l'odeur et le trouble. En Grèce et à Rome, cette procédure servait principalement aux patients. Mais au bas Moyen-Âge, des filtres textiles similaires apparaissaient aussi dans les ménages. Les gens faisaient souvent bouillir l'eau dans des chaudrons de cuivre, parce qu'ils soupçonnaient qu'elle se purifiait ainsi. Le feu améliorait en outre le goût, et l'eau chaude était plus agréable les jours froids.
Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ces techniques changeaient au cours des siècles et comment elles se combinaient avec d'autres éléments. En plus du tissu, on utilisait aussi d'autres matériaux naturels. Dans certaines régions, l'eau était transvasée à travers des faisceaux d'osier, de mousse ou de foin, qui fonctionnaient comme des filtres grossiers. Dans les cruches, on ajoutait des branchettes de genévrier, de menthe ou de romarin pour améliorer le goût et avoir en même temps des effets antiseptiques. Le charbon de bois jouait un rôle particulier. Le carbone absorbait les odeurs et la couleur et aidait à débarrasser l'eau de divers composés chimiques. L'alternance de couches de sable, de gravier et de charbon dans des récipients d'argile créait de simples filtres à sable qui imitaient le processus naturel d'infiltration de l'eau à travers la terre. De tels filtres fonctionnaient sur la base de la gravité. L'eau était versée dans la partie supérieure, s'infiltrait progressivement vers le bas à travers les couches, et le liquide plus pur apparaissait dans le bol inférieur. Les gens découvraient aussi que le refroidissement de l'eau la maintenait fraîche. Les récipients de céramique poreuse étaient laissés dans un endroit ombragé, ou étaient partiellement enterrés dans la terre. L'évaporation légère maintenait le contenu frais et ralentissait la croissance des micro-organismes. Dans le sud de l'Europe, on utilisait des amphores de terre cuite qui permettaient à l'eau de suinter goutte à goutte. Ce principe d'infiltration est mentionné par les médecins médiévaux. L'eau était remplie dans une cruche d'argile qui était suspendue au-dessus d'un récipient. Elle s'infiltrait progressivement à travers les pores du récipient et laissait les impuretés à l'intérieur. Dans un moment, nous révélerons comment ces connaissances se reflétaient dans la construction des puits et quel rôle important jouait la profondeur et la construction du puits dans la qualité de l'eau. Les puits étaient au Moyen Âge littéralement le salut de la vie. Dans les châteaux, ils étaient construits avec un grand effort et duraient des années avant d'atteindre le niveau de l'eau souterraine. Les chroniqueurs décrivent comment dans les châteaux de Ronbourg et Kyffhausen, on creusait des puits profonds de plus de 100 mètres, et au château de Regenstein, même près de 200 mètres. La raison était le besoin d'atteindre la nappe phréatique qui était protégée de la pollution de surface. Dans les châteaux médiévaux, l'eau devait en outre résister à de longues périodes de siège, et ainsi les puits s'étaient souvent complétés par des citernes de réserve intérieure. Celles-ci se trouvaient à différents niveaux des tours du château, et l'eau y était transportée à l'aide de poulies, de roues hydrauliques ou de pompes manuelles. L'eau était ensuite distribuée aux cuisines, bains et écuries par des tuyaux de bois ou des troncs d'arbres évidés. À la campagne, les puits étaient à peu profonds, mais leur construction montrait une connaissance remarquable de l'hydrologie. Les habitants creusaient les puits à distance suffisante des fumiers et évitaient les marécages. Les parois des puits étaient revêtues de pierre ou de bois, et le fond était souvent tapissé de sable qui filtrait une partie des impuretés. Certains fermiers mettaient dans les puits des couches de charbon ou de calcaire pour améliorer le goût. Dans les régions à sol sablonneux, les racines d'arbres étaient laissées au bord du puits comme filtre naturel. Les fines radicelles capturaient les petites particules et amélioraient la pureté de l'eau. Dans certaines contrées, les gens utilisaient même des arbustes filtrants, des branches d'arbres suspendues dans le seau, qui absorbaient les odeurs et donnaient à l'eau un parfum frais. Sur les territoires secs, on construisait des citernes souterraines. Dans le sud de l'Europe, l'Afrique du Nord ou le Proche-Orient, on fabriquait avec de l'argile et de la chaux de grandes réservoirs voûtés dans lesquels on collectait l'eau de pluie. Les parois de la citerne étaient enduites de chaux, qui avaient des effets désinfectants. Au fond, il y avait des couches de gravier et de sable, et avant même l'entrée, l'eau était souvent passée à travers des filtres grossiers, à base de caniveaux de pierre, pour enlever la plus grosse boue. L'eau dans les citernes était utilisée pour les besoins domestiques, et sa qualité dépendait d'un entretien régulier. Les gens devaient respecter l'interdiction de verser des impuretés aux alentours pour qu'il n'y ait pas d'infiltration de pollution. Il vaut la peine de mentionner les citernes vénitiennes, qui étaient l'un des sommets de l'ingénierie médiévale. Venise
construite sur la lagune, n'avait pas de source d'eau douce et devait compter sur l'eau de pluie. Depuis le XIIe siècle, on construisait sur chaque place des citernes qui fonctionnaient en même temps comme dispositif de filtration. L'eau des toits et des cours était évacuée dans un réservoir souterrain à travers un lit filtrant de sable et de charbon. À la surface de la citerne se trouvait une fontaine d'où les gens puisaient l'eau à l'aide de seaux métalliques. L'entretien de la propreté de la citerne était confié à des gestionnaires spéciaux qui contrôlaient la qualité du sable filtrant et veillaient à ce que la marée marine ne pénètre pas dans le réservoir. Dans le monde islamique, les qanats et bahoris étaient populaires. Les qanats sont des canaux souterrains qui conduisent l'eau des piémonts à la surface. L'eau coule dans des tunnels taillés dans la roche ou la terre et grâce à la pente progressive arrive dans les villages et sans besoin de pompe. En chemin, l'eau se purifie naturellement par filtration à travers les roches et le sable. Les bahoris, puis à escalier en Inde, étaient des constructions monumentales à plusieurs étages auxquels on accédait par des escaliers. L'eau était retenue dans une fosse profonde, et son niveau changeait selon les saisons. Les parois des bahoris étaient décorées de reliefs et servant de lieu de repos aux pèlerins. Dans un moment, nous révélerons comment l'eau se filtre dans de telles constructions, et quelles techniques ont été utilisées pour sa conservation. Parmi les plus grands succès techniques du Moyen Âge figurait la construction d'aqueducs urbains. Dans les villes du Haut Moyen Âge, l'eau était amenée à l'aide de canalisations en bois depuis les sources environnantes. Ces systèmes primitifs étaient cependant souvent pénétrés par la saleté et les canalisations succombaient à la pourriture. Depuis le XIIIe siècle, on commença à utiliser des tuyaux de plomb ou de céramique qui étaient déposés sous terre et protégeaient l'eau de la contamination. Des villes comme Augsbourg, Fribourg et Salzbourg construisirent un réseau de canaux et de tours d'eau qui amenaient l'eau aux fontaines et aux bains publics. L'aqueduc d'Augsbourg était si élaboré qu'il utilisait la dénivellation et les roues hydrauliques pour pomper l'eau aux étages supérieurs. Fribourg devint célèbre pour son système de bächle, étroits ruisseaux coulant dans les rues, qui servaient au lavage et à l'approvisionnement, mais devaient être nettoyés pour ne pas sentir mauvais. À Londres, le premier projet d'aqueduc apparut au XIIIe siècle. C'était le soi-disant Great Conduit, qui amenait l'eau des sources de Tyburn vers la ville. L'eau coulait dans un canal ouvert et se divisait ensuite dans une citerne équipée de robinets. Les gens rapportaient l'eau chez eux dans des seaux. Mais les couches plus riches se faisaient installer des tuyaux directement dans la maison. Pour empêcher la pollution, des haies vives étaient plantées autour du canal d'amener, et des gardes veillaient à ce que personne ne jette de déchets. Selon les rapports conservés, il se trouvait cependant des gens qui perçaient illégalement des trous dans la canalisation et prélevaient de l'eau pour leur métier. Pour de tels délits, des amendes étaient prévues. À Venise et dans d'autres villes, on avait institué les soi-disant akvaroli, ou porteurs d'eau. Leur tâche était d'amener l'eau aux ménages, qui n'avaient pas leur propre accès au puits ou à la citerne. Les porteurs avaient leur propre corporation, et des règles strictes s'appliquaient à eux. Ils ne devaient pas mélanger l'eau de différentes sources, devaient nettoyer leurs récipients et respecter les prix établis. Pour les habitants plus pauvres, l'eau des puits publics était gratuite, mais les artisans payaient des redevances. Il arrivait parfois que les auberges ou les brasseries pompent de grandes quantités d'eau, ce qui provoquait des conflits avec les habitants. Les mairies publiaient donc des édits sur la répartition équitable. Les aqueducs urbains ne se limitaient pas seulement aux tuyaux de bois. Dans certaines villes, on construisait des tours d'eau, avec de grands réservoirs au sommet. L'eau était pompée dans la tour à l'aide d'une roue hydraulique ou de force humaine, et ensuite envoyée sous pression dans les canalisations menant aux maisons. Au XVIe siècle apparurent à Londres les premières pompes à vapeur et roues hydrauliques placées sous les ponts, qui pompaient l'eau de la Tamise. L'entretien de ces dispositifs était coûteux et exigeait souvent des revenus fiscaux. Ils permirent néanmoins un meilleur approvisionnement en eau pour les ménages et l'industrie. L'un des systèmes les plus avancés étaient les systèmes hydrauliques de Salzbourg, où fut construit
L'Alm-Canal, un canal qui amenait l'eau des sources alpines vers la ville. L'eau actionnait les moulins, mais était en même temps utilisée pour l'approvisionnement des ménages. Comme l'eau coulait dans un torrent de montagne rapide, elle était relativement propre, mais devait être laissée au repos et filtrée avant usage. La ville employait des gestionnaires qui s'occupaient du nettoyage des lits et imposait de lourdes amendes pour déverser des déchets dans le canal. Ces systèmes prouvent que les villes médiévales avaient non seulement un système technologique, mais aussi administratif, qui prenait en compte la qualité de l'eau. Dans les villes médiévales apparurent aussi des bains publics qui exigeaient de grandes quantités d'eau. L'eau était amenée des sources et chauffée dans des fours. Après le bain, elle était évacuée et on reprenait de l'eau propre. Dans certaines villes, on utilisait pour chauffer l'eau des sources thermales, par exemple dans les bains de Karlovy Vary. Ces bains avaient non seulement une fonction hygiénique, mais aussi sociale. Les gens s'y rencontraient, se détendaient et discutaient. Le fonctionnement des bains montre que la société médiévale s'intéressait à la propreté, bien qu'on affirme souvent le contraire. La qualité et la disponibilité de l'eau se trouvaient souvent menacées par les catastrophes. Les incendies qui décimèrent les villes médiévales détruisaient les canalisations en bois, et les puits étaient obstrués par les cendres. Après le grand incendie de Londres en 1666, il fallut construire de nouveaux aqueducs en briques et en métal, parce que les anciens réseaux en bois avaient brûlé. Le magistrat établit aussi que les nouvelles rues devaient avoir des caniveaux plus larges pour prévenir l'accumulation d'impuretés et la propagation du feu. Les incendies attirèrent l'attention sur le fait que l'eau n'est pas seulement pour boire, mais aussi pour éteindre, et que son transport doit être rapide et fiable. Les conflits armés représentaient un autre risque. Le siège des villes était tactiquement dirigé sur l'interruption de l'approvisionnement en eau. Les attaquants empoisonnaient souvent les rivières avec des carcasses d'animaux ou des substances chimiques pour forcer les défenseurs à se rendre. Les villes se pourvoyaient donc à l'avance et construisaient des tuyaux souterrains secrets qui conduisaient l'eau de sources inconnues. Seule une poignée de gens connaissait l'existence de ces aqueducs secrets. La protection des sources était considérée comme un secret militaire. Dans les périodes de famine et d'épidémie de peste, l'eau devenait à la fois remède et menace. Les gens croyaient que certaines sources avaient un pouvoir curatif et s'y rendaient en pèlerinage pour remplir de l'eau dans des bouteilles. Ce phénomène créa un ancien tourisme. D'autre part, l'eau était utilisée pour laver les malades et nettoyer les instruments, propageant paradoxalement les infections. L'hygiène était liée plutôt à la purification rituelle qu'à l'élimination réelle des pathogènes. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les gens prenaient conscience des risques et comment ils réagissaient aux épidémies liées à l'eau. L'Europe médiévale n'était pas isolée. De la péninsule arabique, de Perse, d'Inde et de Chine, arrivaient des connaissances qui influencèrent les techniques européennes de filtration. Les savants musulmans comme Al-Razi et Ibn Sina écrivaient sur la distillation et la filtration de l'eau. Au IXe siècle, Jabir ibn Hajjan proposa un appareil appelé alambic, qui se composait d'un récipient pour l'eau, d'un tube et d'un récipient récepteur. L'eau était chauffée, la vapeur passait par le tube et se condensait dans le second récipient. Le distillat était considéré comme très pur. Les Arabes utilisaient aussi du charbon animal ou végétal pour éliminer les odeurs, comme en Europe. Dans les bibliothèques arabes se conservèrent des traductions d'œuvres de médecins grecs, qui pénétrèrent plus tard dans le monde latin. En Inde, on utilisait de vastes réservoirs filtrants, stepwells ou baoris, qui servaient à capturer les eaux de mousson. L'eau passait à travers des couches de sable et de gravier et se stockait dans des fosses profondes. Les communautés urbaines s'occupaient de l'entretien de ces constructions et renouvelaient chaque année le matériau filtrant. Sur les escaliers publics se rassemblaient des gens de différentes castes et s'entraidaient pour la distribution de l'eau. Cet aspect égalitaire des installations hydrauliques indiennes montre que l'eau avait une dimension sociale similaire aux citernes européennes. La Chine avait ses propres traditions de filtrage. Elle utilisait des filtres céramiques
et des appareils de distillation dès le haut Moyen Âge. Dans certaines régions chinoises, on utilisait pour la purification des plantes, par exemple des graines de moringa, qui ont des effets coagulants. L'eau était aussi conservée dans des étangs, avec des nénuphars dont les racines absorbaient les impuretés. Ces techniques arrivaient rarement en Europe, mais prouvent que de nombreuses civilisations résolvaient le même problème de différentes façons. L'Empire byzantin constitue un chapitre particulier. Constantinople était une ville avec une population énorme et avait donc besoin de systèmes hydrauliques robustes. En plus des aqueducs, des milliers de citernes souterraines y furent créées, de la monumentale citerne basilique aux plus petites citernes dans les maisons privées. L'eau était amenée de la forêt de Belgrade par l'aqueduc de Valan, puis distribuée dans des réservoirs. La ville employait une armée de travailleurs qui puisaient l'eau, nettoyaient les citernes de la boue et remplaçaient les matériaux filtrants. Les textes byzantins attestent qu'ils jugeaient la qualité de l'eau selon la couleur et le goût. Si l'eau était trouble, ils cherchaient une autre source. L'Europe médiévale a appris de ces exemples grâce aux croisades, aux routes commerciales et aux universités. Les œuvres arabes furent traduites en latin et devinrent partie du curriculum universitaire. Les médecins et alchimistes expérimentaient avec la distillation et la filtration. Dès le XIVe siècle, les recueils européens décrivent des appareils de distillation qui s'utilisent non seulement pour la production de parfums et d'alcool, mais aussi pour purifier l'eau. Ces connaissances pénétraient aussi parmi les laïcs, surtout en temps de peste, quand on cherchait de nouveaux moyens de se protéger. L'eau était perçue par l'homme médiéval, non seulement pratiquement, mais aussi mystiquement. Les gens croyaient en l'eau vive, qui jaillit de sources sacrées et a des effets curatifs. On racontait des histoires de sources, où apparurent la Vierge Marie, ou des saints. L'eau de ces lieux était conservée dans des fioles comme talisman protecteur. Aux fêtes liées à l'eau, comme l'épiphanie, on apportait dans les églises de l'eau des puits et on la bénissait. Cette eau bénite était ensuite aspergée sur les champs pour augmenter les récoltes ou portée dans les étables contre les maladies. Il existait aussi des superstitions liées à la filtration. Certaines gens croyaient que si on laissait flotter toute la nuit une pièce d'argent dans l'eau, l'eau se purifiait. Il s'agissait probablement d'une forme rudimentaire de désinfection par les ions d'argent. Ailleurs, on mettait des clous de fer dans les cruches, parce que le fer devait, selon la superstition, renforcer la vitalité. Ces pratiques n'avaient aucune base scientifique, mais attestent comment les gens s'efforçaient d'améliorer l'eau sans connaissance de la chimie. Le calendrier jouait un rôle important. Certains jours étaient considérés comme propices au nettoyage des puits, par exemple à la fête de Saint-Jean-Baptiste. Les gens croyaient que le puits devait être nettoyé précisément alors pour que l'eau soit saine toute l'année. Lors du nettoyage, on chantait des chansons et prononçait des prières. Ces rituels créaient des liens communautaires et renforçaient la conscience que l'eau est un don commun. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ces coutumes populaires influencèrent le respect des sources et comment elles se transmettèrent de génération en génération. Les épidémies étaient malheureusement fréquentes au Moyen Âge, et l'eau jouait un rôle clé dans leur propagation et leur prévention. Peste, choléra, typhus, ce sont toutes des maladies qui peuvent être liées à l'eau contaminée. Les gens du Moyen Âge ne savaient cependant pas que les bactéries et virus existaient. Ils remarquèrent néanmoins le lien entre la qualité de l'eau et les maladies. Lors d'épidémies de choléra, on recommandait de ne boire que de l'eau bouillie et d'utiliser des herbes aux effets désinfectants, par exemple la sauge ou le thym. Lors de la peste, on versait des essences parfumées dans les puits dans l'espoir que l'odeur dissuaderait le miasme pestilentiel. Les écrits médicaux contiennent des recettes pour l'eau saine, qui se préparait par distillation. Les médecins conseillaient que l'eau soit distillée plusieurs fois et qu'on y ajoute des vins ou des vinaigres. Certains manuels recommandaient de jeter du fer rougi au feu dans l'eau, parce qu'on croyait que la chaleur chassait le poison. Ces procédures combinaient des éléments rituels et pratiques et montrent
comment la médecine médiévale s'efforçait de réagir aux épidémies avec des moyens limités. L'apparition d'épidémies conduisit aussi au développement de l'hygiène urbaine. Les villes commencèrent à construire des égouts, publièrent des interdictions de verser des déchets dans les rues et construisirent des latrines publiques. Ces mesures aidaient à protéger aussi les sources d'eau. Certaines villes exigeaient que les cimetières se trouvent hors des remparts et qu'on n'enterre pas les morts près des puits. Même si ces mesures n'étaient pas toujours efficaces, elles contribuèrent à l'amélioration de la situation. Les puits, fontaines et citernes n'étaient pas seulement des installations techniques, mais aussi des lieux de vie sociale. Les femmes se rencontraient au puits, partageaient les nouvelles et chantèrent des chansons. Les enfants jouaient autour des fontaines, les jeunes gens s'y rencontraient. Le puits était le symbole du centre de la communauté. Autour de lui se déroulaient les fêtes. Par exemple, à la fête de Saint-Laurent, on décorait les puits de fleurs et on organisait des processions. Dans certaines villes, on proclamait aux fontaines les édits municipaux et les châtiments parce qu'il y avait toujours du public. Les puits étaient aussi des lieux de solidarité. Les gens s'entraidaient pour porter l'eau et veillaient à ce que personne ne reste sans accès. Les rituels sociaux se reflétaient aussi dans le droit. Les conseils municipaux publièrent des ordonnances selon lesquelles quiconque souillait un puits ou y versait des déchets serait puni. À Venise, on risquait le fouet et le pilori public pour avoir endommagé une citerne. À la campagne, on racontait des histoires de puits qui s'offensaient quand quelqu'un y jetait des impuretés. L'eau y devenait alors amère. Ces histoires devaient éduquer au respect. La régulation de l'usage de l'eau était importante au Moyen Âge. Les villes avaient des statuts élaborés qui déterminaient qui avait droit à l'eau, combien on pouvait en puiser et comment on payait les coûts d'entretien. À Londres, on payait des redevances pour l'usage de l'eau du Great Conduit selon le nombre de barils que les artisans emportaient. Les conseillers municipaux engageaient des gardiens de l'eau qui veillaient à ce que personne n'interfère avec les canalisations. À Prague existaient des corporations de puisassiers qui avaient le monopole du creusement des puits et devaient suivre des règles strictes pour ne pas endommager les puits. Le droit touchait aussi à la qualité de l'eau. Dans le droit médiéval apparaissaient des paragraphes qui punissaient la pollution. Par exemple, à Nuremberg, les tanneries ne devaient pas déverser leurs déchets dans la rivière Pegnitz, parce que cela menaçait les réserves d'eau. En cas de violation, des amendes étaient prévues, et si l'artisan récidivait, il pouvait perdre ses droits corporatifs. Les conseils municipaux déterminaient aussi qui était responsable du nettoyage des fontaines et canaux. Dans certaines régions existaient les soi-disant brigades de nettoyage, auxquelles les habitants devaient y participer chaque année. En Perse, on utilisait de vastes systèmes hydrauliques souterrains, kanates. Ceux-ci assuraient un apport constant d'eau, qui se débarrassait naturellement par filtration à travers les pierres des impuretés mécaniques. Autour des kanates se développa toute une culture. Il existait des ordres spéciaux qui déterminaient quand et comment chaque agriculteur pouvait irriguer. Le khanat était propriété de la communauté et donc tous s'en occupaient. Une partie de la main-d'œuvre était réservée au nettoyage des tunnels et à la réparation des puits. Ce modèle de gestion de l'eau inspira aussi certaines communes européennes qui le rencontrèrent par les routes commerciales. Les Baori indiens, puis monumentaux à escalier, n'étaient pas seulement des sources d'eau mais aussi des joyaux architecturaux. L'eau y passait par plusieurs couches filtrantes et se stockait dans de profonds réservoirs souterrains. Les Baori étaient entourés de temples et pavillons où les gens méditaient et accomplissaient des rituels. En période sèche, les gens se rassemblaient dans ces puits, apportaient des offrandes aux dieux des eaux et discutaient des problèmes communs. La propriété commune des Baori renforçait la cohésion de la communauté. La Chine avait des technologies filtrantes élaborées. Dans certaines régions, on utilisait des tubes céramiques avec de petits orifices qui capturaient les impuretés mécaniques. Le système des puits du Sud utilisait plusieurs degrés de filtration. L'eau était d'abord transvasée à travers un crible grossier,
puis à travers du sable, et enfin à travers un filtre de tissu. Beaucoup de filtres faisaient partie de complexes monastiques où les moines assuraient leur entretien. Les médecins chinois recommandaient que les gens boivent l'eau de source, avec la bonne énergie, ce qui s'évaluait selon le goût et la température. Les médecins médiévaux croyaient que l'eau pouvait guérir et tuer. Ils recommandaient aux patients de boire l'eau de certaines sources qui avaient des qualités, appropriées selon la théorie humorale. L'eau s'utilisait comme partie de décoctions curatives auxquelles on ajoutait des herbes et des épices. Les alchimistes distillaient l'eau et examinaient comment différentes températures influencèrent ses propriétés. Lors de la distillation, l'eau passait en vapeur et se condensait à nouveau. Cela la séparait des impuretés. Les alchimistes réalisèrent ainsi que la distillation était plus efficace qu'un filtre pour éliminer l'odeur et le goût. Certains traités alchimiques décrivent comment l'eau distillée s'utilise pour la production de aqua vitae, eau de vie, qui était un distillat d'alcool. Cette eau était considérée comme médecine et élixir. Lors de la distillation se séparaient aussi le sel et les minéraux. Les alchimistes disaient donc que l'eau acquérait une nouvelle pureté. Cette pratique se transmit à la médecine où l'eau distillée s'utilisait pour préparer les médicaments. Un trait intéressant est l'expérimentation médiévale avec le carbone. Les gens remarquaient que quand un réservoir d'eau était brûlé avec du charbon de bois, le goût de l'eau s'améliorait. Les alchimistes expliquèrent cet effet par l'action de l'élément feu, qui chasse les mauvaises humeurs. Le carbone devint un moyen standard pour éliminer les odeurs. La distillation et la filtration au carbone devinrent ensuite partie du répertoire plus large des techniques alchimiques. Bien que les méthodes médiévales de filtration et de purification fussent avancées pour leur époque, elles avaient de nombreuses limitations. Les filtres mécaniques de tissu, sable ou charbon éliminaient principalement les impuretés visibles et certaines odeurs, mais les pathogènes dangereux et toxines y restaient souvent. La distillation était efficace mais énergivore et accessible plutôt aux élites ou aux moines. Les gens utilisaient donc souvent ce qui était à portée de main. En hiver, l'eau se gâtait moins. En été, au contraire, elle pourrissait rapidement. Dans certains puits pénétraient des excréments d'animaux, qu'il n'était pas facile d'éliminer. Un grand problème était la contamination par le plomb. Les tuyaux de plomb commencèrent à s'utiliser pour leur flexibilité, mais avec le temps, on découvrit que le plomb passait dans l'eau et pouvait causer des problèmes de santé. Au Moyen Âge, cependant, on ne savait pas que le plomb était toxique. De même, les tuyaux de bois pourrissaient et hébergèrent des bactéries. Les gens revenaient donc souvent aux méthodes plus anciennes comme la collecte d'eau de pluie, bien qu'elle fût moins commode. Le stockage de l'eau était crucial parce qu'en période de sécheresse, il fallait avoir des réserves. Dans les ménages, l'eau se conservait dans des cruches d'argile et des tonneaux de bois qui se lavaient régulièrement avec du sable et de la cendre. Dans les châteaux et monastères, on construisait de grands réservoirs qui captaient l'eau des aqueducs. Ces réservoirs avaient rang des soupapes d'évacuation pour pouvoir éliminer régulièrement la boue. Dans certaines villes, on utilisait des cuves de bois enfouies dans la terre et couvertes d'un couvercle pour que l'eau ne s'évapore pas. Les gens remarquaient que l'eau se gâtait si on la laissait stagner trop longtemps. Ils renouvelaient donc l'eau régulièrement. Les récipients de stockage se construisaient sur des socles pour que les rongeurs ne puissent y pénétrer. Quelque part, on utilisait des caves froides où l'eau se maintenait au frais. En hiver, on brisait la glace et on la stockait dans des fosses tapissées de paille. La glace servait ensuite à conserver les aliments et l'eau en été. Nous apprenons beaucoup sur les méthodes de filtration de l'eau au Moyen Âge grâce aux chroniques, écrits médicaux et découvertes archéologiques. Les chroniques décrivent comment certaines années beaucoup de gens moururent à cause de mauvaise eau. Elles enregistrent aussi quand les villes investissaient dans de nouveaux aqueducs. Les écrits médicaux nous fournissent des recettes pour l'eau pure, des procédures de distillation et des mélanges filtrants. Grâce à l'archéologie, nous pouvons examiner les vestiges de puits, citernes, filtres de charbon de bois et tuyaux céramiques. Ces découvertes complètent les sources écrites et nous permettent de reconstituer à quoi ressemblait réellement la pratique quotidienne. Ces dernières décennies,
Les archéologues se sont concentrés sur l'étude des ouvrages hydrauliques dans les villes médiévales. À Fribourg furent découverts des restes de canalisation en bois du XIIIe siècle. À Venise, sous le pavage des places, se trouvent d'anciennes citernes. Leur analyse montre qu'on y ajoutait du charbon de bois et du calcaire. Dans les grottes sous Salzbourg furent trouvés des restes de tuyaux d'aqueduc enveloppés dans du plomb, ce qui confirme les mentions historiques d'aqueducs en plomb. Ces découvertes aident à réfuter le stéréotype que le Moyen Âge était une époque de stagnation. Pendant le bas Moyen Âge et la Renaissance s'amélioraient les techniques de filtration. Les gens apprirent des épidémies de peste et commencèrent à accorder plus d'attention à l'hygiène. Naquirent des corporations professionnelles de nettoyeurs de puits, et apparurent les premiers systèmes de gestion centralisée des aqueducs. Les villes engageaient des ingénieurs qui concevaient des distributions plus efficaces. Les matériaux s'amélioraient aussi. Au lieu du bois, on utilisait des tuyaux céramiques et de pierre. Néanmoins, beaucoup de traditions perdurèrent. Les filtres à sable dans les citernes continuaient à s'utiliser. Les appareils de distillation restaient d'un populaire parmi les alchimistes et herboristes, et la croyance populaire en l'eau vive ne cessait pas. La Renaissance apporta aussi un nouveau regard artistique sur l'eau. Les fontaines devinrent le symbole de richesse et de beauté de la ville. Dans les jardins naissaient des jeux d'eau complexes qui utilisaient des canalisations sous pression et des systèmes de déversement. L'eau était perçue comme un élément capable d'enchanter et d'instruire. En même temps, les humanistes écrivaient des traités sur la nature dans lesquels ils soulignaient l'importance de l'eau pour la santé et le développement de la société. Ces textes s'appuyaient sur les écrits médiévaux, mais offraient un regard nouveau, plus optimiste. La pureté de l'eau était une chose, son approvisionnement une autre. La distribution de l'eau au Moyen Âge exigeait une logistique et des capacités organisationnelles que nous admirons aujourd'hui. Dans de nombreuses villes existait la profession de porteur d'eau, qui était payante et réglementée. Ces gens transportaient l'eau dans des seaux de bois ou des outres de cuir depuis les fontaines vers les maisons où les habitants ne pouvaient apporter l'eau eux-mêmes. Les porteurs utilisaient souvent des ânes ou des charrettes, et leur trajet suivait des règles précises pour ne pas bloquer le marché ou les rues principales. Un cas particulier étaient les grandes forteresses et châteaux, où il fallait assurer l'approvisionnement même en cas de siège. En plus des puits profonds, on utilisait aussi des réservoirs de réserve pour l'eau de pluie placée haut dans les remparts. Dans certains cas, des systèmes souterrains entiers étaient taillés dans les rochers, par lesquels on amenait secrètement l'eau des ruisseaux proches dans la forteresse. Les sources indiquent que les châtelains s'efforçaient de cacher les sources d'eau à l'ennemi pour qu'il ne puisse empoisonner l'eau pendant le siège. Dans les villes fonctionnaient des tours d'eau et des canalisations en bois qui amenaient l'eau aux étages supérieurs des maisons. La dénivellation naturelle aidait à pousser l'eau des réservoirs vers les rues. Au XVe et XVIe siècle apparurent dans certaines villes les premières tentatives de systèmes sous pression avec des pompes en bois. Celles-ci étaient souvent liées au beffroi. Quand sonnait midi, se déclenchait aussi l'arrivée d'eau dans certaines parties de la ville. Les gens devaient suivre un horaire pour réussir à remplir leurs récipients. La campagne avait ses façons spécifiques d'approvisionnement. En plus des puits communs et des fosses d'infiltration, l'eau était souvent transportée depuis les sources forestières. Dans les régions montagneuses existaient des caniveaux de bois, des rigoles qui conduisaient l'eau de source le long de la pente directement au village. Ces rigoles exigeaient un entretien régulier. Elles devaient être nettoyées des feuilles, réparées après les glissements et protégées des animaux. En hiver, l'eau était capturée dans la glace et la fonte servait progressivement comme réservoir. Le droit à l'eau se liait souvent à la propriété de la terre. Dans le sud de l'Europe existaient des systèmes complexes de droits d'irrigation, les soi-disant acéquias, dans lesquels on déterminait précisément qui pouvait ouvrir quand le canal damnait. Les gestionnaires de ces canaux s'appelaient alcaldes de agua, et leurs décisions avaient le poids d'un jugement. Même dans les pays tchèques se rencontraient des accords similaires. Les paysans se relayaient pour nettoyer les rigoles,
et en cas de violation des règles, des amendes étaient prévues. Ces formes de distribution montrent que l'eau était au Moyen Âge non seulement une matière première naturelle, mais aussi une marchandise sociale et juridique. Prochainement, nous réfléchirons à comment nous pouvons tirer profit de ces expériences anciennes dans le présent. Les méthodes de filtration médiévales et la relation à l'eau se reflétaient aussi dans l'art et la littérature. Dans les fresques et manuscrits enluminés, nous trouvons souvent des scènes de puits entourés de femmes. Dans les manuscrits apparaissent des illustrations d'abondance, où les poissons nagent dans des sources pures et les oiseaux se rassemblent aux fontaines. Ces images ne sont pas seulement de la décoration. Elles racontent l'idéal de l'eau pure comme symbole du paradis céleste. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les artistes soulignaient la transparence de l'eau à l'aide de pigments bleus et dorés, pointant ainsi sa rareté. La poésie du Moyen Âge célébrait également l'eau. Les troubadours chantaient les sources, où les amoureux conversaient secrètement. Dans les chants spirituels tchèques, l'eau apparaît comme métaphore de la purification de l'âme. Purifie-moi, Seigneur, avec de l'eau comme du cristal, résonne dans l'un des hymnes. Les légendes de chevaliers contiennent souvent un épisode où le héros trouve une source miraculeuse qui lui rend ses forces. Ces histoires liées à l'héroïsme, à la pureté de l'eau, et soulignaient que sans eau, il n'est pas possible d'accomplir de grands exploits. Dans l'art plastique, l'eau devint un moyen d'exprimer les idéaux spirituels. Dans les cathédrales gothiques, les motifs aquatiques sont cachés dans les détails architecturaux. Les gargouilles évacuent l'eau de pluie et symbolisent en même temps les démons qui doivent fuir l'église. Les vitraux capturent des scènes bibliques où Moïse frappe le rocher et jaillit une source pour le peuple assoiffé. Les contes médiévaux mentionnent aussi le eau-vive, qui peut ressusciter les morts ou guérir les malades. Ces motifs persistèrent jusqu'à la Renaissance et au baroque, quand les sources miraculeuses apparaissent aussi en peinture. Les conservateurs étudient aujourd'hui aussi les représentations techniques de l'eau dans les documents médiévaux. Les cartes de ville contiennent souvent des dessins schématiques de canaux, puits et aqueducs. Les écrits savants, par exemple les soi-disant Tractatus de Aqua Eductibus, résument les connaissances sur la construction d'ouvrages hydrauliques et sont accompagnés de dessins de filtres et puits. Dans ces écrits, nous remarquons que dans la décoration étaient intégrés des plantes et animaux qui habitent les eaux pures, symbole de pureté et de vie. Ainsi, l'illustration technique devint en même temps œuvre d'art. La littérature et l'art reflétèrent cependant aussi les aspects négatifs de l'eau. Dans les moralités et sermons, on parle de puits empoisonnés, comme du péché, qui empoisonne toute la communauté. Les peintures capturent des sièges de ville, quand l'ennemi empoisonne la source et suggère l'horreur qui se répand parmi la population. Ces histoires d'avertissement servaient d'enseignement. Les gens apprenaient à protéger leurs sources et à les défendre ensemble. Comme vous le voyez, l'eau au Moyen Âge n'était pas seulement objet de solutions d'ingénierie, elle était aussi inspiration pour les poètes, peintres et conteurs. Cette couche culturelle complète l'image des innovations techniques et montre que l'eau formait la mentalité des gens beaucoup plus profondément qu'on ne s'y attendrait. En conclusion, nous regarderons encore une fois ce que ce riche héritage culturel et technique nous dit de notre présent. L'histoire de la filtration médiévale de l'eau est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la capacité de s'adapter à des conditions difficiles. Bien que nos prédécesseurs n'aient eu ni microscope ni analyseur chimique, ils réussirent par l'observation et l'expérimentation à découvrir des procédures qui atténuèrent le risque de maladie. Ils apprirent à combiner la filtration mécanique avec le processus de cuisson, utilisèrent des absorbants naturels comme le charbon, reconnurent la valeur du rayonnement solaire et de la distillation, et réussirent à construire une infrastructure hydraulique sophistiquée dans les villes et monastères. Ces connaissances avaient cependant aussi leurs limitations. Les filtres ne parvenaient pas à éliminer tous les pathogènes, la distillation était coûteuse, et la régulation de la qualité de l'eau était souvent insuffisante.
Les gens choisissaient donc souvent la voie plus sûre, sous forme de bière et de vin. Le chemin médiéval vers l'eau pure nous rappelle que les innovations techniques et les valeurs spirituelles se complètent. Sans l'effort commun de communautés entières, les citernes vénitiennes, les aqueducs londoniens ou les baoris indiens n'auraient jamais vu le jour. L'eau était à l'origine de l'autonomie locale. Les gens apprirent à décider ensemble comment partager les ressources, comment les protéger et comment les répartir. Ce sont les fondements de la démocratie et de la solidarité communautaire. En même temps, le culte de l'eau pure était lié à la santé, l'art et la foi. Grâce à cela, les activités pratiques devinrent partie de la culture qui perdura dans les chansons, légendes et œuvres d'art. Aujourd'hui, nous faisons face à de nouveaux types de pollution, des microplastiques aux substances pharmaceutiques que les anciens filtres ne captent pas. La crise climatique menace les sources qui furent instables pendant des siècles. Nous pouvons néanmoins nous inspirer du passé. Les filtres biosableux modernes utilisent autant des principes que les constructeurs médiévaux appliquaient à Venise. Les unités de distillation dans les régions en développement rappellent les alambics des alchimistes arabes. La désinfection solaire, quand l'eau dans des bouteilles PET est laissée au soleil, s'appuie sur la connaissance traditionnelle que les rayons du soleil et la chaleur tuaient les bactéries. Et à l'époque de la numérisation, nous revenons aux sources locales, collecte d'eau de pluie dans les jardins, gestion communautaire des puits ou rénovation de fontaines historiques dans les villes. En dernier lieu, l'histoire médiévale nous enseigne l'humilité. Quand nous nous souvenons des femmes tirant des seaux de puits profonds ou des moines qui réparaient les aqueducs des journées entières, nous percevons l'eau comme un luxe, non une évidence. La responsabilité pour l'eau devrait rester un thème clé aussi, au XXIe siècle. Chacun de nous peut contribuer, en économisant l'eau, en soutenant des projets de purification et distribution, ou en s'intéressant à l'histoire des puits et sources locaux. Quand vous boirez la prochaine fois, souvenez-vous des pèlerins, brasseurs, alchimistes et femmes ordinaires du Moyen Âge qui, par leurs filtres et leur patience, préparèrent le chemin vers notre confort actuel. La compréhension des pratiques médiévales nous rappelle aussi que l'eau est un bien public et exige un effort commun. Au Moyen Âge, les villes comptaient sur les dons de mécènes, sur le travail des porteurs d'eau et sur des règles strictes de nettoyage des puits. Aujourd'hui, nous avons besoin de projets communautaires, d'investissements dans l'infrastructure, mais aussi de responsabilités personnelles. Quand nous savons combien d'efforts nos prédécesseurs durent déployer pour que nous ayons aujourd'hui une boisson pure, nous pouvons mieux apprécier chaque gorgée. Je crois que cette excursion historique a servi non seulement comme voyage dans le passé, mais aussi comme inspiration pour le présent. L'histoire de la filtration de l'eau est en même temps une histoire ouverte qui évolue constamment. Chaque civilisation apporta de nouvelles méthodes, des récipients d'argile mésopotamiens aux alambics alchimiques, jusqu'à l'osmose inverse d'aujourd'hui. Les principes qu'apprirent les gens du Moyen Âge, sédimentation, filtration par différents matériaux, chauffage et stockage, forment cependant la base aussi des méthodes modernes. Les appareils de distillation, comme ceux que décrivit Jabir ibn Hajjan, trouvèrent leur utilisation dans l'industrie chimique. Le rayonnement solaire s'utilise dans les stations d'épuration, et les sables stratifiés devinrent partie des filtres biosableux dans les projets humanitaires. Cette continuité montre qu'il vaut la peine de connaître le passé pour pouvoir créer un avenir durable. Chacun de nous peut réécrire cette histoire. Nous pouvons nous intéresser aux sources et puits de notre environnement, soutenir des projets de rénovation de fontaines historiques ou apprendre des méthodes simples de filtrage pour les cas d'urgence. Nous pouvons nous inspirer des communautés médiévales et fonder des coopératives d'eau modernes qui s'occupent des sources communes. Quand nous apprenons comme société à partager l'eau, la protéger et l'estimer comme nos prédécesseurs, nous contribuerons à ce que l'eau pure ne soit pas un luxe, mais un droit pour tous. Je vous remercie d'avoir tenu avec moi jusqu'à la fin.
Si notre voyage vous a plu, n'oubliez pas de donner un j'aime et partager la vidéo avec vos amis. J'ai hâte de vous retrouver pour d'autres sujets qui nous amèneront à réfléchir sur l'histoire et ce qu'elle peut nous offrir pour le monde d'aujourd'hui. Votre soutien et partage aident à répandre les connaissances et l'inspiration.